téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. La devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, un nouveau rendez-vous, une nouvelle émission, racontez-nous en 20 minutes. Alors cette émission, le principe est simple, vous avez une association, vous avez une société, vous avez un business, vous avez un service que vous offrez ou quoi que ce soit que vous faites, eh bien vous venez tout simplement le faire comme notre invité aujourd'hui et nous le raconter. Bonjour Linda. Bonjour Julie. En tout cas, merci d'être sur ce plateau. Alors, mais avec plaisir. Alors, dites-nous, avant de nous raconter en 20 minutes, qui est Linda Ndundo Bonongue? Dites-nous. Moi, je suis d'un côté job facilitatrice et de l'autre business facilitatrice. Alors, job facilitatrice, ça veut dire que j'aide les gens à développer leur employabilité, que ce soit dans la recherche de l'emploi ou à créer un emploi. Et business facilitatrice, c'est que j'offre des services d'accompagnement pour des business, plus spécifiquement des business qui s'installent en RDC. Ok, alors, vous avez écrit un ouvrage, Passeport pour l'emploi du chrétien. On va voir avec vous de quoi il s'agit pendant cette émission. D'abord, dites-moi, Passeport pour l'emploi d'un chrétien. Pourquoi d'un chrétien? En fait, quand j'ai écrit le livre, mon intention était de l'appeler Passeport pour l'emploi. Et la personne qui a lu le livre a vu qu'il y avait beaucoup de passages bibliques et donc m'a dit mais pourquoi tu n'appelles pas ce livre Passeport pour l'emploi d'un chrétien? Parce que de prime abord, quand on ouvre le bouquin et qu'on trouve plein de passages bibliques, eh bien ça ne se comprend pas. Il faut déjà prévenir les gens avant qu'ils ouvrent le bouquin. D'accord, mais ça veut dire que c'est quand même un ouvrage qui est ouvert à tous, qui est disponible pour tous, un programme qui peut être adapté à tous sans discrimination. Oui, et en fait ce qui se passe, c'est que il faut quand même savoir que déjà les trois grosses dénominations qui sont liées sur la Bible, le Coran et la Torah, ils ont jusqu'à Malachie plus ou moins de valable, qui est de l'Ancien Testament, et donc ils ne se retrouveront pas choqués de lire ça. Même pour un athée, c'est intéressant de voir comment Dieu a des préceptes qu'il donne dans ses écrits et qui sont tout à fait logiques dans le monde rationnel en fait. Et donc bon, et puis on peut lire le livre en sautant les passages bibliques. Si ça dérange, on peut avoir les conseils pour l'emploi sans avoir à lire les passages bibliques. Il s'agit bien d'un mode d'emploi pour trouver son job, pour être, comment dire, employable. Je vais utiliser ce terme-là. Racontez-nous un peu. En fait, le livre se présente comme un passeport diplomatique. Et donc, j'ai quand même une touche d'évangélisation parce qu'au début, j'explique c'est quoi un chrétien charnel, un chrétien charnel, un chrétien spirituel ou un homme animal. Et donc, les gens ont le choix de voir qui ils sont. Mais ensuite, j'explique comment, pour un chrétien, le fait de ne pas avoir un emploi, le fait de ne pas avoir un business qui fonctionne, ce n'est pas être l'ambassadeur plénipotentiaire de Dieu sur Terre. Or, nous sommes censés être les ambassadeurs de Dieu sur Terre. Et ensuite, il y a 7 visas qui permettent à une personne de passer du monde du chômage au monde de l'emploi. Et donc, ces 7 visas vont aider toute personne qui lit ce passeport à avoir des perspectives, vont également donner des conseils simples. Et donc voilà, au bout du livre, on a voyagé dans le monde de l'emploi, on a voyagé dans certaines mentalités et puis on a détruit beaucoup de concepts et on a été très motivés. Donc l'objectif du livre, c'est ça, motiver les gens à avoir les bons réflexes pour développer l'emploi. Alors on parle bien d'un manuel? Oui, moi je dirais que c'est plus un manuel. Je voulais qu'il ait... Le premier format était vraiment un petit syllabus de 126 pages, format cahier et à 3500 francs à l'époque. Donc j'avais trouvé un imprimeur qui me le faisait à 1000 la pièce. Alors, il faut dire que vous êtes principalement basé en République démocratique du Congo, à Kinshasa où vous organisez plusieurs coachings et trainings. Vous venez de rentrer, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, alors là j'ai été invitée au Forum de l'emploi et de la formation continue. En fait j'avais vu qu'il s'apprêtait à tenir un événement et donc je me suis vendue et on a vu par rapport à mon curriculum dans le domaine que oui je pouvais être panéliste. Et donc j'ai eu à intervenir sur la mutualisation des formations entre la Tunisie et la RDC. Ça m'a permis de faire d'énormes recherches sur le potentiel de la Tunisie et de comment on pouvait travailler en synergie, mais aussi de trouver des solutions concrètes pour les gens en RDC par rapport à leur formation.
Et puis je me suis lancé le défi, parce que ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'étais plus partie en RDC, je me suis donné le défi de faire quelques formations afin de me remettre un peu à niveau, de sentir comment les choses se passaient. Donc il y a eu 3 formations qui ont été faites et bon, je suis très satisfaite. Et puis alors j'ai visité aussi des sites qui ont été développés soit par des gens de la diaspora, soit par des gens locaux en termes d'entrepreneurship et de business. J'ai eu aussi un event de formation pour quelqu'un avec qui on est en collaboration et qui en fait qui va devenir naturellement un de mes clients en fait. Alors, comment se porte l'emploi en RDC, plus précisément à Kinshasa? Quelles sont vos constatations? Il y a un grand défi, mais il y a quand même quelque chose qui est difficile à définir, qui est donc qu'est-ce que c'est un chômeur? Tout le monde va dire qu'il est chômeur, mais bon, l'emploi a ses définitions. Il y a 7 types d'emplois pour le moment qu'on peut lister. Et beaucoup de gens se mettent dans le chômage alors qu'ils sont étudiants, par exemple. Beaucoup de gens vont dire qu'ils sont chômeurs alors que bon, c'est une femme qui aspire à être au foyer, qui ne fait rien pour chercher l'emploi. Et comme il n'y a pas vraiment des statistiques, tout le monde se jette la balle, le NEM dit que... Donc voilà. C'est vrai qu'il y a une situation aussi que certains vont déclarer catastrophique, mais il ne faut pas oublier que le Congo, c'est un État où la majeure partie des activités ne sont pas formelles. Okay. Donc il y a tout le rural qui n'est pas pris en compte et la façon dont on va investir dans l'employabilité des gens dans tout ce qui est rural, dans les zones rurales, c'est pas la même chose. Donc on a tendance à prendre ce qui se passe à Kinshasa et de l'appliquer sur toute la RDC en disant ben voilà, puisque à Kinshasa il y a autant de chômeurs, alors ça veut dire que dans toute la RDC il y a autant de chômeurs. Mais il y a quand même une situation de crise énorme et un taux de pauvreté est très élevé. Oui, mais le taux de pauvreté n'est peut-être pas forcément lié au problème de chômage. C'est lié à la façon dont on utilise les ressources. Vous avez beaucoup de gens qui sont à Kinshasa, qui sont en fait des propriétaires terriens au village, mais qui décident de laisser tomber le village pour venir à Kinshasa parce qu'ils veulent l'emploi. Or, ils quittent déjà une employabilité sur terrain, c'est-à-dire qu'ils ont une terre arable qui est fertile, qu'ils peuvent utiliser. Ils ont des énergies renouvelables, ils ont toute une série de choses qui peuvent leur donner le standing de vie qu'il y a à Kinshasa, mais en faisant les bons choix d'investissement. Et donc, ils n'ont pas ce réflexe-là. Ils ont le réflexe de l'exode, que bon, beaucoup ont appliqué. Mais l'exode rural, par exemple, la révolution industrielle, quand on était sur l'Europe, par exemple, ça avait un sens, parce qu'il y avait des industries qui attendaient ces personnes-là. Par exemple, la ruée vers l'or, ça avait un sens, parce qu'aux États-Unis, quand on a fait la ruée vers l'or, il y avait de l'or. Et il y avait des plans qui permettaient aux gens de devenir propriétaires de terres. Donc, ils vendaient des choses où ils économisaient pour arriver aux États-Unis, mais là où ils allaient, il y avait un potentiel, il y avait une opportunité. Donc quitter les villages pour aller en ville, aller tous vers Kinshasa, c'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Il y en a déjà des mobilités. Bon, je comprends quand c'est dans des mobilités suite aux insécurités, la guerre. Mais souvent, les mouvements qui ont fait qu'à Kinshasa aujourd'hui, il y a énormément de gens, ce ne sont pas des insécurités. Ce n'est que maintenant que les gens du Bandundu ont eu quelque chose, un problème politique et d'insécurité de vie, problème de vie et de mort, à la veille des élections ou juste après les élections. Mais avant ça, toutes ces populations qui gonflent Kinshasa n'avaient pas ce genre de problème. Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un réel marché de l'emploi au Congo, à Kinshasa? Il y a un marché de l'emploi, mais le problème c'est que ceux qui doivent décider de créer l'emploi semblent être comme aveugles. Ils sont aveugles. Il y a des emplois fantomatiques qui existent. Il suffit que de prendre la décision que ça c'est un emploi. Et alors il y a des clients qui sont payeurs. Et la réalité c'est quoi? C'est toujours les étrangers qui arrivent et qui voient ça. Donc on a les Indiens, les Libanais, les Chinois. Sont venus dans un contexte où tout le monde croyait que ce n'était pas possible. C'est comme quand Vodacom a décidé de venir signer au Congo, on croyait que non, au Congo, les gens ne seraient pas capables d'acheter des téléphones et de mettre des SIM. Mais parce que tout est informel. Okay. Donc on est d'accord que finalement, ce que vous dites, c'est que les étrangers décident de venir travailler au Congo parce qu'il y a moyen de travailler au Congo, mais les Congolais n'ont pas forcément l'idée, la pensée d'aller travailler. Alors,
La diaspora nous regarde. Nous avons fait d'ailleurs précédemment une émission concernant la diaspora congolaise et l'apport qu'elle pourrait apporter à sa nation d'origine. Si vous deviez dire un mot à la diaspora par rapport justement à cette question d'emploi, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je dirais qu'il y a énormément d'emplois qui sont créés ici, en dehors de la RDC, et qui pourraient être créés au Congo. Il y a énormément de business aussi qui pourraient être créés en RDC et de potentialités d'affaires qui peuvent être faites en RDC. Mais le Congolais entre dans une logique de recommencer ce qui n'a jamais fonctionné. Je parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me parlait d'investir par exemple dans les camions, dans les voitures. Et j'ai démontré par A plus B à cette personne que faire un business qui déjà porte préjudice et qui ne fonctionne pas et qui quelque part n'est pas socialement, chrétiennement viable, ça n'aide pas non plus la RDC. Donc la diaspora doit pouvoir se mettre dans une situation de brainstorming et avoir le regard sur la RDC qu'un Indien a sur la RDC, qu'un Libanais a sur la RDC, un Chinois, un Sud-Africain. Et alors, quand la diaspora va avoir ce type de regard, elle va développer des types d'activités qui vont générer de l'argent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a tendance à vouloir investir dans des choses qui sont soit low profile, soit des activités dont on n'a aucune expertise. Et alors que par exemple, un Libanais, il va faire des shawarma, parce qu'il a l'habitude de faire des shawarma. Et il part du fait que le Congolais va aimer les shawarma. Mais le Congolais va dire: ah non, le Congolais n'aime pas les shawarma. Le Congolais va dire: ah non, le Congolais n'aime pas la mayonnaise. On aurait pu importer de la mayonnaise depuis longtemps. Mais aujourd'hui, c'est d'autres. Le Congolais n'aime pas les pâtes. Et les Italiens sont restés aussi là et ils se sont dit: les Congolais n'aiment pas les pâtes. Mais ces autres expatriés se sont dit: ah tiens, si on importait des pâtes. Et aujourd'hui, ben, tout le monde mange des pâtes, de la mayonnaise, des shawarma. Donc c'est juste, en fait, la mentalité de la diaspora qui est fixée, figée sur le Congo et qui pense que le Congo n'a pas le potentiel qu'il a réellement. Alors, quels sont les critères pour être, évidemment, je vous invite à lire l'ouvrage, c'est le but, ok, donc vous allez nous expliquer tout à l'heure comment on peut l'acquérir et vous voyez de toute façon les coordonnées de Linda s'afficher sur l'écran. Quels sont les critères pour être sûr de trouver le travail qu'il nous faut? Il faut d'abord connaître ses propres compétences. Ne nous dites pas tout, hein, parce qu'il faut simplement lire le bouquin. Sur le bouquin, en fait, j'ai un prochain livre qui devrait sortir sous peu, qui est Passeport pour l'emploi d'un étudiant. Mais sur le bouquin, j'explique que la première chose, c'est de voir un peu d'abord sa vocation, de pouvoir évaluer ses aptitudes, ses compétences. Et alors maintenant vient l'étape où on peut bien se vendre et puis avoir les techniques de démarchage, avoir la bonne motivation, enfin, c'est ça. Mais la clé, c'est de se lancer dans ce dans quoi on est bon. Et ça va avec la vocation, avec ce qu'on sent qu'on a dans les tripes, quoi. Et en général, on se professionnalise comme ça. On commence à ajouter une activité, puis une autre activité, et puis on acquiert des compétences, et puis un certain niveau d'expertise, et puis après on devient reconnu par tout le monde. Et alors c'est facile d'avoir un emploi parce qu'on le met dans le CV, et les gens voient que bon, on a eu plusieurs expériences dans ce domaine-là. Alors le CV, vous aidez également à pouvoir rédiger des bons CV, vous aidez pas mal de gens pour ça, dans vos formations. L'importance du CV est d'avoir un bon CV. C'est quoi un bon CV? Surtout à partir du moment où on n'a pas beaucoup d'expérience. Un bon CV pour un entrepreneur, pour quelqu'un qui veut créer son entreprise, ou pour quelqu'un qui cherche un emploi, c'est un CV qu'on lit et il montre son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Si on lit son CV et qu'on a l'impression qu'il ne présente pas tout ce qu'on sait faire, et tout ce qu'on sait être, et tout ce qu'on sait, alors le CV est mal fait. Donc ça c'est déjà la première chose. Un bon CV aussi, c'est dans la façon de le faire. C'est-à-dire que si on se dit qu'on fait un CV en 2 heures, bien c'est pas bon. Parce que bien faire son CV, c'est faire toute une série de démarches en dehors de la création du CV. Et ces démarches en dehors de la création du CV nous permettent de découvrir qui on est. Par exemple, faire un CV sans faire un test de psychotechnique ou d'orientation socio-professionnelle, sans faire des tests d'évaluation de son niveau d'anglais, son niveau de français, son niveau d'Excel. Il y a plein de tests qui sont gratuits sur Internet
et qui peuvent nous dire qui on est professionnellement, qu'est-ce qu'on sait faire professionnellement, voir ses forces et faiblesses et voir en fait quels sont les choix d'orientation professionnelle ou de formation qu'on peut faire, et même de business. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte en regardant son CV bien fait que mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je cherche un boulot alors que je pourrais travailler immédiatement. Je donne un exemple. J'ai eu un jeune, voilà, dans les équipes que j'encadrais pendant 18 heures, j'ai eu un jeune, on a commencé à faire le CV, même deux, et il savait parler chinois. Wow. Il savait parler chinois, mais ils n'avaient pas bien décrit, et je pense même dans un des cas, ils n'avaient pas mis que c'était du chinois. Bon, ça, c'est le premier facteur, c'est de bien faire le CV. Deuxième facteur, c'est de savoir où déposer le CV. C'est-à-dire que si tu es boulanger et que tu vas déposer ton CV dans 100 garages, on va te dire, peut-être tu vas être nettoyeur, ou tu vas peut-être préparer des snacks, et encore. Hein? Donc, c'est de savoir où déposer le CV. Et dans ce cas-là, ces jeunes ne savaient pas qu'à ce moment-là, l'ambassade de Chine cherchait des interprètes. Alors, donc, tout ça nécessite un accompagnement, oui. C'est ce que vous faites, mais également une formation. Parlons-en de la formation. Beaucoup de gens ont du mal à accepter d'être formés. Quelle est un peu la mentalité des personnes que vous rencontrez en RDC? Est-ce qu'elles sont encore potentiellement formables? Est-ce qu'elles acceptent encore la formation? Ceux qui sont diplômés vont dire, mais moi je suis un intellectuel, comment je peux faire une formation comme ça? Je suis un intellectuel, j'ai un diplôme. Donc le problème c'est que on ne peut pas parler aujourd'hui d'avoir un diplôme sans parler formation continue. Donc la mentalité de la formation continue n'existe pas en RDC. Et donc l'entretien de son intellect, c'est un concept qui est assez nouveau mais que je découvre parmi les jeunes que j'ai rencontrés dans les formations. Il y a des jeunes dont je connais le niveau universitaire qui n'est pas bon, c'est-à-dire que nous connaissons les réputations des universités et des instituts, et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu as un CV comme ça, que tu es capable de faire des choses comme ça, suite à une seule formation? Peut-être tes parents font partie d'un milieu privilégié, peut-être sont des profs eux aussi, peut-être tu rencontres des gens un peu qui te donnent ce moule-là, qui ne vient pas de cette université. Et puis il m'a dit, je suis autodidacte, je suis souvent sur Google, je suis souvent sur YouTube. Et donc j'ai compris qu'il s'auto-formait. Donc la formation continue, il n'y a même pas besoin d'aller payer quelqu'un pour le faire. On peut le faire soi-même. Mais il faut la faire. Mais il faut la faire. Alors, il y a d'autres personnes qui payent énormément d'argent pour les formations continues, mais qui sont escroquées. Et donc, qui se retrouvent devant des faux formateurs qui ne leur donnent pas la qualité qu'il faut. Et alors, ils vont accumuler formation sur formation. Et en fait, ça ne les change pas. Puis, il y a aussi le type de formation. Moi, ce que j'appelle... Mes formations, je les qualifie de capacitantes. C'est-à-dire qu'on me demande souvent, quand on participe à une formation, est-ce que j'aurai un brevet après? Et je dis non. Si tu participes à ma formation, mon brevet, c'est quand tu as ton boulot. Le jour où moi je suis au restaurant, que je dois payer une facture, imaginons que je suis au restaurant et que j'invite des gens et que la facture est à $500 et le serveur dit, madame, il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait payer la facture. Ah bon, je me retourne et puis la personne vient vers moi, madame, vous vous rappelez pas de moi, vous m'avez formé et tout ça, je vous offre ça. Ça, c'est mon brevet. Et c'est ça que je leur dis, je dis, moi je veux être quelque part, je sais pas, je rencontre une fille dans un magasin, et je n'ose pas acheter une robe, je la trouve tellement belle, je la trouve tellement chère, je me dis, oh, et alors elle dit, non, laissez, madame, je vais payer. Et je dis, mais pourquoi tu veux payer pour moi? Vous m'avez formé, vous m'avez permis de... Il y a des gens, ils vous forment et ils veulent juste un papier. Et donc, bon, c'est facile, on n'a pas une obligation de résultat. Moi, je considère que j'ai une obligation de résultat. Ces jeunes doivent me revenir après en me disant, j'ai trouvé une mission, j'ai réussi cela, j'ai ceci, j'ai cela. Et alors là, je sais que ça y est, je suis compétente, ça donne le résultat que ça doit donner. Alors, encadrement pour les demandeurs, les chercheurs d'emploi, mais également encadrement pour les entrepreneurs. Vous le faites aussi avec Congo Business. Racontez-nous ça en quelques minutes, s'il vous plaît. Congo Business est une société que je veux relancer et que j'avais créée à l'époque. En fait, à un certain moment, je me suis retrouvée sans emploi et je commençais à postuler à gauche, à droite. Et puis, j'ai eu ce qu'on appelle des prestations de service. Et souvent, au Congo, les gens ne connaissent pas ça, les prestations de service. Commencer un business, ça ne demande pas qu'on ait un cash. On peut avoir quelque chose dans la tête ou qu'on sait faire avec les mains. Et on a des clients qui ponctuellement veulent payer un service presté. Et donc j'ai commencé à découvrir que je pouvais être par exemple interprète. Premier contrat, j'avais même pas fait une recherche sur internet pour savoir combien on me payerait.
$50 par jour. Je vois que le client qui dit OK. Les mêmes clients reviennent, c'était une délégation israélienne. Même clients reviennent après je ne sais pas combien de temps, $100 par jour, parce que vous me demandez trop de travail, vous me demandez trop de... combien tu veux? $100 par jour. Ok. La troisième fois qu'ils sont venus, j'ai dit non. Ils voulaient que je voyage. J'ai dit non, non, écoutez, je vais demander 150. Ok. Et puis, des Brésiliens sont venus et m'ont dit, nous, on te veut et tout ça. Et puis, je dis rien. Et puis, elle m'a dit, on vous paye 350 par jour. Je dis, oh, c'est faisable. Et on m'a dit, par la suite, qu'en tant qu'interprète, je cassais les prix. Okay. Que c'était même plus que ça. Et j'ai appris que via la Banque mondiale, quand on est assermenté, c'est 600 ou 700 euros par heure pour certains interprètes dans certains contextes. Donc vous voyez que Congo Business a commencé comme ça, en accompagnant des délégations. Il y a eu l'ENA qui à un certain moment a sollicité mes services, de bouche à oreille toujours, tiens, l'ENA voulait se relancer sur le Congo, ils avaient besoin de quelqu'un qui allait encadrer les experts qui venaient pour observer l'ENA, les ministères, etc. Et donc, on m'a proposé de pouvoir être pendant quelques mois la personne qui allait vraiment les recevoir, organiser le shuttle, des fois même organiser la nourriture quand ils sont en réunion, quoi. Donc en même temps assistante, en même temps gouvernante, en même temps secrétaire pour participer aux réunions. Et des fois... Donc vous prestez, vous offrez des services, mais vous encadrez également des structures ou des nouvelles structures en leur donnant quelques conseils. Oui, vous faites aussi. Par exemple des structures de la diaspora qui venaient pour des projets sociaux ou bien des projets business. Par exemple, quelqu'un qui vient et qui me donne un projet et puis je dis ici au Congo ça ne fonctionnera pas, mais pourquoi? Parce qu'il y a ça, 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 ça. Et donc, en quelques minutes, ou bien je pose des questions un peu types comme ça, et en quelques minutes, la personne se rend compte que ce projet qui semblait si viable dans un contexte belgo ou franco-congolais ou anglo-congolais ou américano-congolais, dans la réalité du Congo, eh bien, il y a des points qui n'ont pas été pris en compte. C'est-à-dire que ce sont des volets typiquement tropicaux et c'est difficile dans un contexte qu'on ne connaît pas, de venir faire une société ou un projet. Donc, de ce côté-là, ou bien en networking aussi, il y a des structures qui venaient et qui avaient cette difficulté de ne pas avoir les bons contacts. Je suis tombée sur une délégation d'affaires, que soi-disant le frère de l'ancien président était en contact avec eux. Et puis bon, on est resté là, j'ai dit à la délégation, on va un peu voir ce monsieur qui se fait passer pour le frère du président et tout. Effectivement, ce n'était pas le frère du président. Donc il y a aussi tout le côté networking qui est utile aussi. Et alors aussi, tout doucement, accompagner des gens dans leurs projets. Donc des gens qui se disent, bon, ils veulent aller au Congo, ils ne savent pas trop quoi faire, ils ont un montant, mais c'est plus difficile d'avoir des contrats parce que on dirait que, je ne pourrais pas dire l'Africain parce que tout doucement j'ai d'autres jeunes qui veulent se lancer dans les affaires et d'autres pays, mais le Congolais semble avoir difficile à payer un service presté. En tout cas, merci, les 20 minutes sont écoulées. En tout cas, moi j'ai énormément appris. Je pense que vous également. Vous êtes ici en Belgique pour l'instant. Vos coordonnées s'affichent sur l'écran. Vous voulez en savoir plus sur ce que fait l'INA, sur son organisation, sur ses projets, sur ses possibilités de services à vous apporter, eh bien, n'hésitez pas à la contacter. Merci à Pellicule Vision à la technique. Je vous retrouve très bientôt pour un Racontez-nous en 20 minutes. Bye bye.